Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission des idées et du goût et il est grand temps d'accueillir le prochain invité de la soirée. Il s'agit de Bernard et il va nous parler de l'huilerie de Blot. Bonsoir à vous Bernard. Bonsoir Jérémy, bonsoir aux auditeurs de Variance FM. Eh ben écoutez, on est ravis de vous avoir à ce micro de Variance FM. Alors, j'ai plein de questions à vous poser sur votre huilerie, mais la toute première, elle va de soi. Quelle est l'histoire de l'huilerie de Blot et comment avez-vous rejoint celle-ci? Eh bien, l'huilerie de Blot-l'Église existe depuis 1857, donc 168 ans cette année, ou 169 ans même. Donc il y a eu un créateur qui s'appelait M. Touzé. Après, il y a eu une famille qui a fait donc 3 générations, à peu près 110 ans. C'était la famille Foussa. Et après, donc nous, avec ma femme, on a racheté en 1997. Alors pourquoi? Parce que déjà, je connaissais ça depuis très jeune, puisque au départ, j'avais fait un petit reportage en seconde sur un vieux métier. Et donc, j'étais venu donc, à Blot-l'Église pour faire ce petit dossier pour mon prof de français. Et j'étais toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis ça s'est avéré positif donc en 97 quand les anciens propriétaires ont pris la retraite. Donc on leur a demandé s'ils avaient envie de vendre et c'était le cas et donc on a repris. Et aujourd'hui, c'est devenu un métier passion, j'ai envie de dire pour vous, hein. C'est quelque chose que vous aimez vraiment et qui vous fait plaisir par la même occasion. Ah ben c'est un métier passion par le fait de la fabrication, oui, parce que c'est une création de produits nobles. Parce qu'on part d'un fruit et puis on le transforme en huile juste par une opération d'écrasage, de cuisson et pressage. On met rien, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et voilà, donc c'est une passion. Et puis c'est un produit aussi que à une époque on perdait. Donc fallait redonner goût de ces produits à toute la population qui perdait ces goûts-là, quoi, qui perdait ces produits. Et oui, ça aurait été trop bête de perdre un tel savoir artisanal, surtout que ça donne des saveurs qui sont vraiment géniales. Et justement, on va en parler dans quelques instants. Alors, quelles sont les différentes variétés d'huile que vous proposez à l'huilerie de Blot? On en fait 11 sortes. Donc, bien sûr, au départ, il y avait la noix, le colza et la noisette. Après, en fonction des clients et des restaurateurs, épiceries, j'en ai produit d'autres, donc comme la pistache, l'amande. Après, j'ai fait donc de l'arachide, du tournesol. Il y a eu le pépin de courge. Il y a la cameline et donc pavot et sésame. Vous proposez donc 11 sortes d'huile, mais parmi les plus originales, on retrouve donc l'œillette et également la cameline. Alors, pour le coup, ce sont des variétés que je ne connais absolument pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de quel goût ça a pour le coup? Bon, la cameline, c'est une huile qui a le goût artichaut, chou rave. C'est des légumes de terre. Donc c'est une huile qu'on utilise par petite quantité, vraiment. C'est plus par la goutte que par une demi-cuillère à café. Sinon l'œillette, c'est une huile, c'est le pavot bleu. Donc la graine que vous retrouvez sur les pains au pavot, comme chez les boulangers. Et donc c'est une huile pareille qui est faible en quantité quand on fabrique. Et ça a le goût, c'est un petit goût, on dira poivré, amer. Donc pareil, c'est pas trop pour la salade, ce sera pour mettre un petit filet, un tout petit goutte sur un plat ou sur une entrée. Mais c'est pas en grosse quantité, quoi. D'accord. Alors évidemment, il y a aussi toutes les fameuses saveurs traditionnelles dont vous parliez tout à l'heure, notamment l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile d'amande. Ce qui est chouette en fait, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les palais, hein. Tout le monde peut se satisfaire avec vos huiles parce qu'il y a des goûts qui sont plus ou moins prononcés, on va dire, hein. C'est ça, de toute façon, c'est que les huiles que l'on fabrique, elles ont le goût du fruit. Donc c'est vrai que quand on a des bons fruits, on a des très très bonnes huiles. Des fois, on peut avoir un peu des noix qui sortent, parce que c'est surtout la noix qui a des qualités qui fait que si elles sont très très bonnes, elles feront une très bonne huile. Si des fois elles sont un peu moins belles, elles ont un goût un peu moins bon, quoi. Ça, malheureusement, ça épouse vraiment la qualité du fruit. Et on le retrouve dans l'huile. Et oui, c'est sûr, tout à fait. Et alors, j'ai envie de savoir maintenant quelle est la provenance de vos matières premières. Est-ce que vous faites en sorte de vous approvisionner en local? Est-ce que c'est facile pour certains fruits? J'imagine que non, pour le coup. Voilà, c'est ça. Pour les basiques, le colza, forcément, il est de chez nous, hein, on cultive assez dans la région. Après la noix, on a des années où il y en a un petit peu.
Et des années où il n'y en a pas du tout. Donc moi j'ai des producteurs en Isère, un producteur en Isère qui me fournit en noix. Sinon j'en ai un autre aussi dans la Dordogne. Voilà. Sinon après la noisette, c'est surtout l'Aquitaine puisque c'est une région de production de noisettes. Et après les autres c'est en fonction. Vous avez la sésame ou l'arachide, c'est souvent asiatique, hein, forcément. C'est pas encore produit chez nous. Malgré que la cacahuète, l'arachide, ça commence, mais bon, ils ne peuvent pas, pour l'instant, nous vendre de leur récolte. Après, ce qu'on fait, c'est la cameline, par exemple, par contre, c'est chez nous. Puisque la cameline, c'est une plante qui sert à tuteur pour les lentilles. Et donc, les producteurs de lentilles, ils en mettent quasiment tous. Et ce qui fait que, comme les graines ne sont pas de la même taille avec la graine de lentilles, elles sont moissonnées en même temps, mais la séparation à la moisson se passe bien. Donc, ce qui fait qu'on a de la cameline régionale, même locale. D'accord, je ne savais pas que la cameline, ça servait de tuteur pour les graines de lentilles. Vous voyez, j'apprends des choses à chaque jour dans cette émission. Alors maintenant, on va parler des propriétés de toutes ces huiles. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir nous apporter au niveau nutritionnel? Parce que c'est vrai que tout le monde ne le sait pas et c'est bien de faire un petit rappel sur le fait que c'est plein de bienfaits également. Ah oui, au départ, c'est le goût. On a la noix et le colza, c'est riche en oméga 3 et oméga 6, donc c'est très bon. C'est les acides gras insaturés, ou même polyinsaturés, donc c'est très bon pour la santé. Vous avez le pépin de courge aussi, qui est une huile qui est très très bonne pour la santé. Bon, c'est vrai, plus pour les hommes, puisque ça aide pour la prostate, voilà, tout simplement. Donc c'est important d'en consommer. Après, les autres, c'est surtout pour le goût. Elles ont de toute façon toutes quasiment, elles sont riches en oméga 3, oméga 6, mais pas en teneur aussi importante que la noix ou le colza. Et oui, ça reste les deux fruits d'ailleurs qui sont le plus utilisés, c'est vrai, dans les huiles, et ça a bien une raison, justement, hein, pour le coup. Et alors, du coup, comment se déroule la fabrication d'une huile? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les étapes dont vous parliez brièvement tout à l'heure en début d'interview? Tout simplement, on a d'abord une meule. Donc notre meule est en granit, elle fait environ 1,6 tonne. Donc elle sert à écraser tous les fruits. Ça écrase, ça nous fait une pâte plus ou moins grasse. Après, donc, nous avons la poêle qui est chauffée au feu de bois. Donc cette poêle au feu de bois, donc, on chauffe à peu près un quart d'heure, 20 minutes, une serrée. Ça s'appelle le volume de matière qu'on utilise, ça s'appelle une serrée. Donc de 22 à 25 kilos. Et une fois que c'est cuit, alors pourquoi on fait cuire? C'est pour extraire l'huile, c'est pour donner du goût. Et puis aussi, ça aide à la conservation de l'huile. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là, après on la met dans une presse. Notre presse est actionnée par une pompe à eau. C'est une presse qui a à peu près 90 ans. Et la pompe à eau a plus de 100 ans d'ailleurs. C'est une antiquité, on dira. On presse, donc on pompe pendant à peu près 10 minutes pour extraire l'huile. Une fois qu'on a fait cette opération-là, on la met dans des fûts et on laisse décanter. Il n'y a pas de filtration, c'est juste la décantation, le repos. Donc les petites aspérités donc, des huiles vont tomber au fond du fût. Et donc tout ce qui est au-dessus, ça sera clair, une huile claire, donc une huile prête à consommer. Mais on peut consommer aussi avec les petites aspérités, ce sont des morceaux de fruits, hein. Mais ça ne se fait pas. D'accord. Alors justement, vous parliez du fait de laisser décanter ces huiles. Est-ce que c'est bien également de les laisser vieillir un petit peu? Est-ce que ça donne un peu plus de goût à l'huile ou alors est-ce que ça n'a aucun intérêt pour le coup? On peut les consommer tout de suite, mais c'est vrai qu'après, elles prennent un peu plus de goût. Donc c'est important aussi, mais on peut pas, c'est pas comme un vin, il ne faut pas les garder trop longtemps non plus, hein, c'est sûr, hein. Bon, en général, ça se consomme assez vite, surtout vos huiles à vous, parce que franchement, avec tout ce que vous faites et toutes les propositions que vous avez, justement, on a de quoi satisfaire, comme je le disais, tous les palais, et à mon avis, ça ne dure pas bien longtemps quand on en a chez soi. Alors, du coup, les outils que vous utilisez sont donc des outils d'époque, hein, pour le coup, hein, c'est bien cela, notamment la meule, ça faisait partie un peu des murs. Ah oui, elle est intégrante dans le mur. Actuellement, on ne sait pas par où qu'elle est rentrée, hein. Donc, est-ce qu'on a construit le mur de l'huilerie après avoir rentré la meule? Ça se peut parce qu'il n'y avait pas la place autrement, hein. Donc ou alors au départ, peut-être que c'était simplement un préau et qu'on fabriquait comme ça, sous un préau à ciel ouvert, quoi, quasiment.
D'accord. Oui, c'est assez marrant d'ailleurs hein, de la voir quand on rentre effectivement parce que c'est assez imposant. Hein. C'est vrai que ça reste un très très gros objet et pour le coup à l'époque elle était tournée grâce à des chevaux, hein, c'est C'est ça? ça. C'est ça. Donc, pendant, jusqu'en 1932, donc plus de 60 ans, ce sont des chevaux qui se sont succédés pour permettre d'écraser les fruits en entraînant la meule. D'accord. Eh ben aujourd'hui effectivement hein, c'est plus du tout la même chose. Ça a bien changé et heureusement j'ai envie de dire parce qu'il s'il fallait des chevaux on serait pas sorti de l'auberge. Tout à fait. Alors du coup est-ce qu'il y a des huiles qui sont plus difficiles à produire que d'autres peut-être parce que les fruits sont peut-être fragiles notamment. La difficulté, oui, c'est la fragilité du fruit et le coût, parce que vous avez des fruits qui coûtent plus cher les uns que les autres. Et forcément, comme la pistache, et ben, quand on fabrique la pistache, on essaye d'être concentré et d'avoir un feu qui soit correct. Faut pas l'enflammer, parce que sinon, ben, vous pouvez brûler la pâte. Et cette pâte, il y en a pour un peu d'argent dans la poêle, donc on ne peut pas s'amuser à les perdre. Hein. Donc on fait attention. Après, la noisette aussi, c'est onéreux, donc il faut faire très attention pour la fabrication, oui. D'accord. Et alors, forcément, on peut utiliser ces huiles en salade, mais est-ce que vous avez peut-être d'autres petites idées de recettes qu'on pourrait faire avec certaines de vos huiles, des choses qu'on pourrait faire assez facilement chez soi? J'imagine que on peut s'en servir pour cuisiner plein de choses. Ah ben oui, ça soit bon, les basiques, c'est la noix, c'est les salades forcément, le colza aussi. Le colza, l'huile de colza, moi je l'aime bien aussi avec les salades de viande. Museau, tête de veau, trucs comme ça. Ça va très très bien ensemble. Ça redonne un peu plus de goût à cette salade de viande. Après, l'huile d'amande, ben, on peut la mettre tout simplement sur un poisson. On fait cuire un poisson au courbouillon et on en met un petit filet d'amande sur le poisson dans l'assiette, par exemple. La pistache, ça va très bien pour moi sur une terrine. On en met une goutte aussi, un petit filet, sur un poisson aussi, euh, comme le saumon, par exemple. Après, les autres, après vous avez le sésame, ça va très bien maintenant. On consomme de plus en plus de wok. Et donc les wok, ça va très bien avec le sésame. D'accord, donc oui, quelques petites idées de recettes donc pour nos auditeurs. Et je rajouterais même que l'huile de noisette, ça doit aller très bien avec les petites pommes de terre sautées. Ça, à mon avis, ça doit bien passer, n'est-ce pas? Ah là, oui, on peut en mettre par-dessus pour parfumer, hein, attention. Hein. Mais ça va très bien aussi la noisette, c'est sûr, avec les gâteaux. On peut faire dans la pâte à crêpes, on peut en mettre un petit peu, ça donne du goût, ça donne un goût de pralin. La noisette, ça va très bien avec tout. Si on aime le pralin, on se retrouve. Ça, les gâteaux, les entrées, les salades, forcément, la mâche, les endives, tout comme la noix, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et alors, puisqu'on parle un petit peu de dégustation, est-ce que vous avez des partenariats avec des professionnels du monde de la gastronomie? Peut-être des restaurants qui serviraient vos huiles sur des tables? Ah bah, nous avons des restaurateurs, oui, bien sûr. Des restaurateurs, bon, on en a certainement plein, parce que bon, j'ai aussi des grossistes qui vendent pour les restaurateurs, donc je ne connais pas tous les restaurateurs qui peuvent consommer notre huile. Après, nous avons des exceptions sur Paris, donc, ou sur l'Auvergne aussi, qui sont étoilés. Et ça, c'est très sympa, puisqu'ils reconnaissent la qualité de nos produits. Et j'imagine que c'est une fierté pour vous aussi de vous dire que bien ce petit coin d'Auvergne s'exporte jusqu'à Paris notamment. Ah oui, oui, bah ça c'est très intéressant, c'est très sympa. Surtout comme on a un restaurateur juste en face de l'Élysée. Et quand il passe une commande, oui, c'est vrai qu'on en est fier. Eh bien oui, je comprends totalement. Et donc du coup, si on a nous une grande quantité de fruits secs, est-ce qu'on peut venir éventuellement vous voir pour fabriquer notre propre huile? Alors ça s'appelle la façon. Donc la façon, bah, ça se fait surtout l'hiver, forcément, entre janvier et puis après jusqu'à que les gens ils aient fini de casser leurs noix. Donc nous, on accepte quasiment largement jusqu'au mois de juin. Donc bon, cette année, on a un petit peu de noix, donc on a quelques rendez-vous toutes les semaines. Et puis sinon, après, les gens, ils apportent les noix, on fait l'huile dès qu'on a une place dans notre emploi du temps, et puis ils viennent chercher leur huile après. D'accord, donc oui, c'est possible, effectivement. Si vous avez des fruits secs, hein, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à vous adresser à l'huilerie de Blot. Ils seront ravis de pouvoir bien tout simplement vous produire votre huile. Et donc, en dehors de l'huile, vous proposez notamment des produits dérivés et notamment des sauces. Est-ce que vous pouvez nous parler de celles-ci? Ah ben les sauces salades, ça fait maintenant 5 ans, je crois qu'on les fait. Alors,
On fabrique trois sortes de sauces salades à base de colza, à base de noix et puis à base d'olive. Donc c'est qu'avec des ingrédients de chez nous. Voilà. Bon, l'olive, bien sûr, on ne la fabrique pas, hein, ça j'ai jamais dit qu'on la fabriquait, mais on a une huile d'olive, donc on s'en sert pour fabriquer les sauces, tout comme les moutardes que l'on a, tout comme les vinaigres. Ça sort de chez nous, donc c'est un étudiant qui était là pour 3 mois, avec qui j'avais demandé comme projet de nous fabriquer des sauces salades pour mettre à la vente après. Parce que je trouvais que sur le marché, il y avait beaucoup de sauces salades, mais pas comme je marque, comme fait à la maison. Ça veut dire pas comme industriellement avec des sauces blanches. Et je trouvais que il fallait donner aux consommateurs quelque chose de bon. Tout à fait, ben, vous avez bien fait et c'est une très belle idée. Mais vous, vous êtes surtout un artisan du savoir-faire et vous ne vous arrêtez pas aux huiles, bien au contraire. D'autres gourmandises sont proposées chez vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes gammes de produits que vous proposez en dehors des huiles? Il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. On a tout doucement, on a progressé. On a fait bien entendu l'huile. Après, on a fait des gâteaux. On fait des gâteaux aussi. Une gamme de gâteaux secs. Après, on torréfie le café aussi. On fait forcément les sauces depuis donc 2020 et les pâtes alimentaires que l'on fait aussi depuis 4 ans, 4-5 ans. Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'est toujours avec peut-être des matières premières locales. Vous essayez de faire le plus possible avec des produits locaux? Bah, je peux difficilement, malheureusement, pour les pâtes, parce que c'est une semoule bio, mais donc ça s'achète en gros, voilà. Donc c'est des gens qui font des produits bio, et donc moi j'achète, c'est des grossistes, quoi. J'ai pas, donc j'ai pas les moyens d'acheter vraiment en direct, et, et forcément c'est pas automatiquement du local. Mais au moins, c'est bio. Et ça, c'est déjà l'essentiel. Voilà, c'est bio, c'est ce qu'on a choisi. C'est comme pour le café, on a du café bio, du café. euh, donc on a sur les 6 sortes, on doit avoir deux, trois cafés bio. Bien sûr, c'est pas de chez nous, puisque le café c'est soit la Colombie, soit le Brésil, soit le Pérou ou l'Éthiopie. Voilà, mais on essaye d'avoir des produits de qualité pour satisfaire nos clients. Bien sûr, il faut satisfaire la demande de tout le monde. Et alors du coup, la clientèle que vous avez, est-ce que ce sont des gens principalement du coin qui viennent vous voir ou est-ce que vous avez des gens aussi qui vous découvrent parfois partout ailleurs et qui viennent vous voir de loin aussi? Je crois que j'ai lu dans un article qu'il y avait même des Japonais qui étaient venus jusqu'à chez vous. Ben, c'est bien japonais, oui, parce que en fait, c'est un grossiste. Donc, c'est une personne qui est venue nous visiter l'huilerie il y a déjà maintenant 7-8 ans. Donc, c'est un de nos clients depuis 2011. Et tout content de voir comment fabriquer l'huile qu'il vendait sur le Japon. Après, nous avons des clients, oui, on a des clients qui viennent comme ça, là, qui ont vu nos produits à droite ou à gauche, et puis au lieu d'acheter là où ils sont, eh ben, ils font le détour pour venir nous voir. On a eu des gens de Hong Kong, on a eu des gens pour Noël d'Iran, par exemple, qui passent et puis qui s'arrêtent. Voilà. Ah, c'est chouette. Des gens d'autres pays qui découvrent bien le savoir-faire auvergnat. Oui, oui, bah oui. Donc mardi, donc aujourd'hui, nous avons eu des gens d'Angleterre, par exemple aussi. Donc, C'est génial. oui, c'est sympa. Bravo en tout cas, ça attire du monde et ça prouve que bah, voilà, vous avez des très très bons produits. Et alors, quels sont les projets de l'huilerie de Blot? Est-ce que vous voulez peut-être développer de nouvelles choses pour les mois ou les semaines à venir? Ben, disons que vu mon âge, je sais pas, parce que bon, maintenant, à une époque, on sera à retraite. Mais là, maintenant, donc, vu le recul de l'âge de la retraite, ben, on n'est pas en retraite, ni moi, ni ma femme. Les projets, ben, c'est en fonction, c'est difficile à dire, c'est en fonction. Là, oui, j'ai un projet, c'est d'agrandir le local pour avoir un local de stockage supplémentaire. Mais en production, j'ai pas encore trouvé. Ça viendra peut-être, mais j'ai pas trouvé encore pour l'instant ce qu'on pourrait faire de plus. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous continuiez ce que vous faites actuellement, hein. Vous faites plein de belles choses et on vous félicite hein, parce que vous avez des beaux produits. Alors, évidemment, nous allons devoir nous laisser, Bernard, d'ici quelques instants. Alors, avant de vous quitter, j'ai une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même eh bien quelques lieux que vous souhaiteriez citer pour qu'on puisse retrouver vos produits?
Bah, disons que la page Facebook, oui, on a une page Facebook qui est travaillée par nos jeunes, parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, franchement. Après, on a un site internet aussi. Après, donc, nous avons des magasins entre l'Allier, donc le plus entre Moulins, et puis on descend jusqu'à la Haute-Loire, la Loire et un petit peu le Rhône. Ça, c'est la grande région où on a le plus de magasins, d'épiceries fines ou de charcutiers bouchers. Et puis après, on a un magasin aussi sur Paris, dans le sud de la France. Pas beaucoup, hein, c'est deux ou trois, mais voilà. Eh bien, votre savoir-faire s'exporte, et ça, c'est l'essentiel. Tout à fait. Et puis, on va juste en profiter bien, pour donner peut-être quelques infos sur toujours les huiles que vous vendez. Il existe plusieurs formats d'huile, du coup, des petites, des grandes bouteilles. Ah ben, dans les huiles, on a quatre tailles différentes, du 25 centilitres, 50, 75 et puis 1 litre. Après, il y a des gens qui prennent des bidons de 5 litres, hein, forcément, donc pas de souci. Sur place, on les fait. D'accord. Puisque nous, on fabrique nos huiles, donc on peut facilement nous adapter à la demande du client. Eh ben, chacun aura la quantité qu'il le souhaite. Ça c'est chouette. Merci beaucoup en tout cas Bernard pour tous ces renseignements. On était ravis de découvrir eh bien votre savoir-faire et votre huilerie et on espère que l'histoire va encore s'écrire pendant de longues années et que vous aurez bah, vous aussi peut-être encore des successeurs qui vont faire que l'huilerie va continuer à exister de longues années. Ben, on le souhaite. Donc, bon, logiquement, ça devrait, mais on verra le futur. Eh bien exactement, on verra bien, tout à fait. En tout cas, merci à vous. Et sur Variance FM, on va devoir se quitter. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est la suite de vos programmes, avec notamment le retour du cabanon du soir. Et pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours. Et cette fois-ci, on parlera d'artisans créateurs. Voilà, on a parlé de saveurs pendant tout le mois de janvier. Eh bien, on change de thématique en février. Et il faut en avoir pour tous les goûts. Allez, bonne soirée à tous et à très vite.